Bonsoir, merci beaucoup d'être présent ce soir pour cette conversation. Je vais demander à ces messieurs, dames de s'installer, s'il vous plaît, pour que nous puissions démarrer cet échange sans tarder avec Laurent Berger, donc, qui est secrétaire général de la Confédération française démocratique du travail, la CFDT, qui est le premier syndicat de France, et puis Madame Anne Notarianni, présidente de Sodexo France. Merci beaucoup d'être là. Tout à l'heure, pour démarrer cette université d'été du MEDEF, cette REF, Geoffroy Roux de Bézieux nous disait que l'entreprise, c'était la solution, que l'entreprise de demain, face aux défis de l'enjeu climatique, de la crise sociale, la solution était dans l'entreprise. C'est la question que nous allons poser peut-être à vous, Madame Notarianni, vous qui êtes à la tête d'une très belle société, un groupe familial, français, mondial. Alors, comment vous apportez, vous, au quotidien, une solution, des solutions? Alors, je rejoins effectivement Geoffroy quand il reprécise quelle est la place de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que la place de l'entreprise, c'est d'assumer des responsabilités qu'elle a toujours assumées sur une croissance pérenne, c'est sa première responsabilité, mais aussi, on l'a vu, une croissance responsable. Concrètement, dans les métiers de service, mais aussi dans beaucoup de secteurs, et notamment chez Sodexo, la forme que ça prend, c'est la première responsabilité chez Sodexo, c'est de faire fonctionner l'ascenseur social. Et on a vu dans beaucoup de débats, finalement, que même si on constate que finalement les inégalités sur le plan économique, ou en tout cas ne sont pas si sensibles que ça au final, puisque il y a un système de redistribution qui fonctionne, on a vu aussi que finalement, ça se jouait peut-être dans une autre dimension, qui est la peur du déclassement, qui est le fait qu'on n'arrive pas forcément à se projeter et dans l'égalité des chances. Et donc, l'entreprise, elle doit être le moteur, je pense, elle doit être le moteur de l'intégration sociale et elle doit jouer vraiment son rôle à ce niveau-là. Et donc, évidemment, ça passe par beaucoup d'éléments au quotidien, l'ascenseur social, l'inclusion par le travail, ça passe par la formation professionnelle, ça passe par beaucoup de choses, voilà, dont on pourra échanger dans un instant. Pour vous, que l'entreprise a de faire sa part en quelque sorte. Laurent Berger, je me tourne vers vous. Alors, est-ce que les entreprises, telles que vous les percevez, telles que vous avez des remontées de la part de vos adhérents, font leur part ? Bonsoir. Moi je ne sais pas si l'entreprise est la solution. Je ne crois pas qu'il y ait un acteur qui soit la solution à lui tout seul, mais face aux trois grands défis qui me semblent être ceux de notre temps, c'est-à-dire une crise écologique, une crise sociale avec la question des inégalités qui est omniprésente. Elle était y compris très présente dans le G7 ce week-end, même si dans les retours, on en a encore peu entendu parler. La crise démocratique, l'entreprise, elle a une part des solutions. Elle a une part des solutions à une seule condition, c'est qu'elle se re-questionne sur le sens en permanence et qu'elle se re-questionne sur ce que sont ses parties constituantes, c'est-à-dire évidemment sa nécessité d'être profitable, de rémunérer ceux qui prennent des risques dans les actionnaires, que sont les actionnaires, mais si elle considère aussi que parmi ces parties constituantes, le travail est majeur et que les travailleurs sont partie intégrante d'un projet collectif, une nécessité d'être formés, que l'entreprise leur offre l'ascenseur social, d'être écoutés, d'avoir un travail émancipateur, d'avoir évidemment les fruits de la redistribution de la richesse créée. Donc oui, je crois que l'entreprise, comme le travail dans une société, elle peut avoir un rôle majeur face aux crises qu'on traverse. Par contre, il y a plusieurs manières de faire vivre une entreprise. Et donc la question, elle n'est pas tant macro
que finalement, entreprise par entreprise, dans une capacité à faire vivre ce dialogue social, à faire vivre cette confrontation d'intérêts qui parfois sont divergents, pour faire émerger les compromis nécessaires. Est-ce qu'on ne lui demande pas trop de choses parfois ? Et de toute façon, tous les acteurs, on leur demande beaucoup de choses. Je veux dire, on demande beaucoup de choses aux politiques, on demande beaucoup de choses aux élus locaux, on demande beaucoup de choses. Et donc, je ne crois pas qu'il faille lui demander tout. Je ne crois pas que l'entreprise, elle doit, comme l'école, comme les services publics, doivent répondre à tous les défis à elle toute seule. Mais oui, c'est normal qu'il y ait une exigence. Et cette exigence, si elle est positive, si, comme je le dis récemment encore, on ne considère pas l'entreprise comme un lieu horrible, mais on ne pense pas non plus que c'est forcément le paradis, mais que c'est un lieu de production de richesse et aussi un lieu d'émancipation, c'est normal qu'on soit exigeant sur la question écologique, sur la question sociale, sur la question y compris démocratique, je crois. Là où je vous rejoins, Laurent, c'est qu'en fait, on a des défis sociaux, sociétaux, écologiques, de transition digitale, etc., qui sont colossaux. Et donc, un seul acteur ne peut pas résoudre tout seul tous ces problèmes. Donc, ça veut dire que ce qui est en train de changer véritablement, à mon avis, c'est la prise de conscience générale que tout seul, on ne peut rien faire. Donc, ça veut dire que ça va nous amener à travailler différemment avec toutes les parties prenantes. Que ce soit les consommateurs. Ça veut dire le public, ça veut dire le secteur public, le secteur privé, les petites entreprises, les grandes entreprises, les partenaires sociaux, les ONG. En fait, ce qui est en train de changer fondamentalement, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on va relever ce défi majeur de commencer à co-construire? Et pourquoi je disais que je pense que l'entreprise a un rôle fondamental à jouer et une responsabilité vraiment importante, et elle n'est pas la seule, bien entendu, c'est parce que c'est un carrefour, finalement, où on co-construit. Et donc, une entreprise marche bien quand elle arrive à entraîner avec elle ses salariés, mais aussi toutes ses parties prenantes. Mais aujourd'hui, comment on co-construit concrètement, un exemple, dans une entreprise comme la vôtre, qui est un groupe magnifique, qui fait des réussites, qui est présent partout dans le monde, mais aussi dans la plupart des territoires français, comment on co-construit très concrètement, en proximité au quotidien? Très concrètement, d'abord, on co-construit localement. C'est-à-dire, nous, on est dans les métiers de service, on a un rôle d'intégrateur social, on a un rôle de lien social, et les métiers de service sont faiblement délocalisables, c'est une chance. Et donc, on co-construit avec des micro-projets. Il faut voir la richesse des micro-projets de nos équipes avec leurs clients, avec les enseignants, par exemple, dans les écoles pour lutter contre le gaspillage et éduquer les enfants. Il faut voir les projets qu'on peut créer avec des clients pour aider à l'insertion sociale. On a par exemple un exemple avec le conseil départemental des Yvelines. On a créé une CEMOP, on a pris des engagements d'intégration sociale très forts. On vient de recruter 350 personnes qui étaient bénéficiaires du RSA. Donc en fait, tout seul, c'est une banalité, mais en fait, sur le discours, on se retrouve tous, mais finalement, c'est dans l'action quotidienne qu'il faut créer les conditions à la maille locale, avec des exemples très concrets, et participer au développement localement de l'économie sociale et de la transition écologique. Ça ne peut pas se faire autrement que, je pense, et ce qui a fait le succès de Sodexo, c'est que Sodexo est devenue une entreprise internationale parce qu'elle est avant tout une entreprise locale, enracinée dans les territoires, sur 4000 sites par exemple en France. Et une des principales parties prenantes de l'entreprise, ce sont évidemment les salariés. Et là, comment on co-construit? Et vous, en tant que syndicaliste, vous venez de sortir un livre qui appelle, dont le titre est « Syndiquez-vous ». Vous incitez les entreprises, les dirigeants d'entreprise, mais aussi les salariés, les travailleurs, à s'engager dans l'entreprise. On en est où de ce côté-là? Est-ce que du côté du dialogue social, ça progresse? Et moi, je crois que l'entreprise, elle est comme toute construction humaine, elle est traversée à un moment donné d'intérêts divergents, de gens qui partagent souvent un même projet, mais qui ont des visions différentes, des intérêts, pour dire les choses, divergents. Qu'est-ce qui se passe dans une société, dans un monde où ces intérêts divergents, ils n'ont pas d'espace pour se confronter? C'est de la conflictualité stérile qui en est.
s'il y a des espaces pour se confronter, ça s'appelle dans l'entreprise le dialogue social. Dans la société, ça peut s'appeler une démocratie beaucoup plus active, beaucoup plus vivante. Eh bien, la conflictualité, elle fait émerger des solutions, des compromis. Moi, c'est ma conviction, tout simplement, qu'il n'y a pas d'entreprise qui peut être durable, il n'y a pas d'entreprise qui peut être performante, il n'y a pas d'entreprise qui peut fidéliser des salariés, qui peut répondre aux défis d'aujourd'hui, s'il n'y a pas un dialogue social constructif. Et mon appel à l'engagement, il est un appel au collectif. De la même manière que je crois que c'est extrêmement important que des employeurs s'organisent entre eux pour revendiquer sur ce qui est... Eh bien, il faut que les salariés s'organisent entre eux. Je crois qu'on n'a aucun intérêt, ni les uns ni les autres, malgré des accords et des désaccords sur certains points, à considérer qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de représentation collective et d'organisation collective. Ce dont on a souffert pendant l'année dernière, c'est quand même cette idée-là qu'il n'y avait pas d'organisation en tant que tel, qui était capable de porter des cris, parfois des revendications, parfois des propositions, et donc ça partait un peu dans tous les sens, et n'importe comment. Et donc si on veut lutter contre ça, il faut qu'on organise le dialogue dans tous les lieux qui nécessitent. Et c'est pour ça qu'on a toujours plaidé, et que j'ai toujours plaidé, pour que ce soit dans l'entreprise, par le biais du dialogue social. On sait, à Sodexo, ça va peut-être vous mettre mal à l'aise avec vos collègues pour le reste de la rencontre, mais que ce dialogue, il existe, il est réel, que sur un certain nombre de défis qui sont posés à l'entreprise, eh bien, il y a un dialogue entre les organisations syndicales et la direction. Et puis, dans d'autres entreprises, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et on voit souvent que lorsque la crise arrive, eh bien, on est dans une conflictualité qui est bien plus compliquée à résoudre que si on a discuté en amont. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans le déroulement des ordonnances travail, quelque chose qui était attendu par le patronat? Est-ce que les ordonnances travail qui s'appliquent actuellement dans les entreprises permettent d'améliorer ce dialogue social? Très clairement, non. Aujourd'hui, non. Mais c'est parce que ces ordonnances, elles ont d'abord été vues, vous savez, comme beaucoup de choses qui ont été faites ces derniers temps, comme une logique assez descendante, assez peu empreinte du réel, et puis associant assez peu finalement les acteurs eux-mêmes. Et donc, à partir du moment où, c'est pareil sur l'assurance chômage récemment, à partir du moment où on ne prend pas en compte les réalités et les 15 intérêts divergents, je le dis, et les vues divergentes qu'on peut avoir sur ce sujet-là du dialogue social, mais qu'il y a une construction qui est un peu théorique, ça ne marche pas. Et moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux que les acteurs de l'entreprise, de chaque entreprise, pour savoir comment il faudrait organiser le dialogue au sein de cette entreprise. Et là, ce qu'on a voulu faire, c'est de façon uniforme pour tout le monde. Et donc, il y a certaines entreprises qui en profitent, je le dis, pour faire du dialogue social le moins possible. C'est un calcul à court terme qui peut se justifier. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Sauf que face aux transitions dont on parle, face aux défis qui sont les nôtres, face aux restructurations, au marché qui bouge, à besoin d'évoluer, de faire évoluer les compétences, au besoin de fidéliser les salariés, ça ne va pas être une petite question à l'avenir, d'intégrer de nouveaux publics parmi ces salariés, les questions d'inclusion vont être de plus en plus importantes, eh bien, il y a besoin de ce dialogue social qui fait qu'on repart du travail réel, de la façon dont on exerce le travail, qui fait que le salarié est vu, le travailleur est vu comme quelqu'un pouvant apporter à l'entreprise parce qu'il a la connaissance de son travail, et y compris les représentants des salariés sont vus comme des gens qui peuvent, sur la stratégie de l'entreprise, avoir des idées. On le voit aujourd'hui avec un certain nombre de grandes entreprises. Il y avait M. de Chalandard qui était là il y a quelques temps. Lui-même vous expliquerait très bien qu'avoir des représentants des salariés dans les conseils d'administration de son entreprise, ça a plutôt été bénéfique pour l'entreprise. Vous me disiez en préparant cette conversation, cette table ronde, que les ordonnances travail, quand même, ça avait simplifié les choses, ça avait permis d'éviter des heures de réunion. Alors, bon, est-ce que vous êtes un cas à part? Comment vous avez vécu les choses? Non, en fait, déjà, moi, je voulais souligner que, en fait, je pense que c'est une bonne réforme, puisque effectivement, nous, on a abouti à un accord équilibré. Et ça, c'était très important, parce qu'évidemment, on n'a pas cherché à réduire le nombre de représentants pour réduire le nombre de représentants. Mais ce qui était très important et que nos partenaires ont compris, c'est qu'il fallait qu'on soit efficace. Et c'est vrai que c'était devenu, si vous voulez, trop important à gérer. Nous, chez nous, dans l'entreprise, ça occupait 13 employés temps plein au niveau des DRH. Donc, il faut voir
toute la machinerie qu'il y avait derrière. Or, on n'est pas productif. Et moi, je préfère, et ils ont très bien compris, parce qu'on était dans un rapport, et on est toujours dans un rapport de confiance, je préfère moins de réunions, mais des réunions efficaces. Et du coup, on a réussi à avoir un accord qui, finalement, a permis de tenir l'objectif de finalement cette réforme. Donc moi je suis très confortable avec à la fois la réforme, à la fois l'accord qu'on a signé, et en plus qui est bien représentatif finalement de nos régions en France, parce que là où je suis d'accord, il faut que, si vous voulez, il faut qu'on continue. Pour moi c'est une grille de lecture aussi de ce qui se passe. Nous on a 35 000 collaborateurs en France, donc pour moi ça m'aide aussi. Ça participe, il n'y a pas que les managers évidemment qui connaissent bien leurs équipes, qui remontent des informations. Et moi j'ai besoin que l'ensemble des parties prenantes dans l'entreprise puissent faire vivre ce dialogue social et y participer. Donc c'était important d'organiser de façon plus efficace. Et vraiment je me réjouis à la fois de l'accord qu'on a pu signer. Et puis je pense vraiment qu'on va faire un meilleur travail. Et pour reprendre ce que vous disiez sur le dialogue social, et je vous remercie de souligner que c'est un peu dans l'ADN de Sodexo. Bien entendu, ça se travaille, c'est clair. Il y a des fois, c'est pas toujours facile, mais je pense que on arrive à être dans le dialogue social aussi quand en face on a des interlocuteurs qui sont constructifs, qui comprennent et qui sont formés à la compréhension aussi des enjeux qui sont ceux de l'entreprise. Et quand on trouve ces conditions, alors c'est vraiment très, très profitable. Et donc je crois aussi que cette réforme, elle doit aussi accompagner un petit peu aussi ce changement, parce que quand on a des interlocuteurs, mais vraiment qui comprennent les problématiques, ils sont force de proposition, et là ça devient vraiment intéressant d'être dans le dialogue concret avec eux. Dans votre ouvrage, Laurent Berger, vous dites que les syndicats sont fragiles. Vous ne dites pas qu'ils sont mortels, alors qu'il y a quelque temps, c'était plutôt le vocable que vous utilisiez. Est-ce qu'aujourd'hui, face à l'entreprise du XXIe siècle, vous pensez que les syndicats vont retrouver un peu de vigueur, que les corps intermédiaires vont retrouver un peu de force? Vous savez, moi, quand on m'interroge sur les entreprises, je ne veux pas parler des entreprises. Vous savez, c'est... parce que les entreprises, elles sont différentes, quoi. Il y a des entreprises où, vous avez raison, par exemple, le CSE, il se met en place chez vous par un accord. Il y a 9 comités sociaux et économiques, 9 sur 10 qui se mettent en place sans accord. Et évidemment, là où on est d'accord, je ne vais pas critiquer ce qui se fait. Et donc, je ne veux pas qu'on parle des syndicats. Arrêtez de parler des syndicats. Il y a un truc qu'il va falloir que peut-être intégrer, c'est que la première organisation syndicale de ce pays, c'est devenu la CFDT. Alors moi, on est embêtant. Geoffroy, en m'accueillant, m'a dit que, dans un langage assez fleuri, que je l'embêtais un peu. Mais ceci étant, vous ne pouvez pas nous faire ce procès de l'irresponsabilité, du fait qu'on ne serait pas constructif, qu'on n'aurait pas des représentants dans les entreprises qui essayent de faire avancer les choses, y compris quand il y a des restructurations ou pas. Donc, le syndicalisme, il est fragile. Quand on est fragile, on est mortel, comme tous les corps intermédiaires, comme tous ceux qui essayent, dans un monde où l'individualisation prend de plus en plus de place, de créer du commun et du collectif. Je crois qu'il est aussi fragile, le syndicalisme, que les organisations patronales sont fragiles. De la même manière, et d'ailleurs, on a aussi des intérêts convergents parfois à faire valoir en termes de représentation collective du monde du travail, que ce soit du côté employeur ou du côté salarié. Mais malgré cette fragilité, tous les jours dans les entreprises, des salariés qui sont des salariés lambda à Sodexo représentent leurs collègues et essayent de porter du commun. Et je laisse juste penser que si ce n'est pas le cas, comment ça se passe dans ce type d'entreprise ou dans d'autres. Et donc il y a besoin de cette représentation collective à une seule condition, c'est qu'on dise la réalité. Et les salariés, ils comprennent très bien la réalité de leur entreprise la plupart du temps. Nous, on a fait une enquête sur le travail il y a quelques temps et qui montrait un attachement très fort des salariés à leur entreprise et à leur travail. Mais ils ont besoin de reconnaissance. Ce n'est pas un gros mot, la reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle passe par les salaires, elle passe évidemment, mais elle passe la progression des carrières, etc. Mais elle passe aussi par l'écoute de leur réalité de travail. Et nous, on insiste beaucoup dans cette période
pour que, y compris les partenaires sociaux, ensemble, réfléchissent à la question de la qualité du travail. Parce qu'on est sur des approches qualitatives et le syndicalisme, il renaîtra. En tout cas, il n'est pas mort, mais enfin, il se développera s'il est capable de partir des réalités de travail. Comment la CFDT est devenue la première organisation syndicale, c'est clair. Hein. C'est parce qu'on a essayé de partir des réalités telles qu'elles étaient dans chaque entreprise et de construire du progrès, du bien, à partir de ces mêmes entreprises. Donc, mais on a besoin d'interlocuteurs. On a besoin de ne pas être vus comme des ennemis. Dans mon livre que vous avez cité tout à l'heure, je dis le patron n'est pas l'ennemi. Eh bien, j'attends que vous disiez le syndicaliste n'est pas l'ennemi. Ah, justement. Moi, le syndicaliste. Non, le syndicalisme, je me suis prononcée tout à l'heure sur ce sujet. Moi, ça fait 32 ans que je travaille et ça fait pratiquement 30 ans que j'assume des responsabilités auprès d'équipes. Et j'ai toujours travaillé dans le dialogue. Voilà. Et j'ai toujours trouvé un espace pour être dans le pragmatisme, l'intérêt des personnes et l'intérêt de l'entreprise. Parce que je crois qu'il faut avoir un regard assez tempéré sur les choses, parce qu'on vit un temps qui est extrêmement perturbant, c'est anxiogène pour tout le monde, c'est aussi anxiogène pour l'entreprise. On porte chacun et chaque partie prenante porte des zones de contradiction. On veut une chose et son contraire. On veut du digital et en même temps ça nous fait peur. Bon. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on doit gérer des contradictions. On est le temps des contradictions et des paradoxes. Alors, comment au quotidien on arrive ensemble à gérer ça? Moi, je crois beaucoup qu'il faut faire évoluer, par exemple, les managers. Pour moi, aujourd'hui, on n'a pas besoin de chefs, on a besoin de managers qui deviennent des leaders, c'est-à-dire des gens qui incarnent les choses, qui sont proches des équipes, qui expliquent les contradictions, qui amènent les gens à comprendre et aussi à faire des choix. Et c'est fondamental pour moi qu'on co-construise, si vous voulez, ce formidable levier finalement de former les leaders de demain. Ça, c'est une responsabilité qui m'est chère, parce que moi, je crois à la bataille des compétences. Je pense que c'est absolument clé. Moi, je suis absolument fière quand j'ai commencé dans ce métier de la restauration à 32 ans, je vous assure, si je vous décris les hommes et les femmes d'il y a 32 ans, ce qu'ils savaient faire ou pas, et ce qu'aujourd'hui ils sont, mais c'est juste une source, mais incroyable de fierté pour moi d'avoir vu comment ces personnes se sont développées, ont pris des compétences, ont pris des aptitudes. Donc c'est formidable les compétences. Et le travail qu'il faut qu'on fasse ensemble avec la loi, la réforme de la loi à venir, c'est ensemble une co-responsabilité. C'est-à-dire que les salariés comprennent qu'il faut qu'ils aillent vers prendre en main aussi leur partie de formation et l'assumer, parce que c'est une chose formidable que d'être dans l'évolution des compétences. Et l'entreprise va continuer à faire évidemment ce qu'elle fait depuis le début. Est-ce que c'est pas, excusez-moi, parce que vous êtes au pied du mur, parce qu'aujourd'hui il y a une pénurie de compétences, parce qu'aujourd'hui peut-être il y a un début de renversement du rapport de force avec des chefs d'entreprise qui ont du mal à trouver des salariés, qu'il y a ce changement de pied? Enfin, moi, ça fait 32 ans que dans mon métier, dans les secteurs des services, que ce soit la maintenance, que ce soit la restauration, que ce soit, si on fait des crèches aussi, donc vous voyez, on est présent dans beaucoup de métiers de service chez Sodexo, donc j'ai une bonne vision quand même de cette pénurie de main-d'œuvre qualifiée, de collaborateurs professionnels qualifiés. Elle est structurelle. Et pour moi, j'ai toujours pas trouvé finalement l'explication. Et je me dis d'un côté, et c'est vrai que ça fait vraiment réfléchir et il faut absolument arriver à résorber ça. On voit bien que la situation n'est pas la même dans les centres urbains et puis dans certaines régions en province. Donc on voit bien qu'il y a des situations différentes, mais pour autant, il y a quand même
quelque chose qu'on ne s'explique pas. Parce que moi, j'ai toujours pensé que c'est dans les métiers de service, de proximité, qu'effectivement, on n'était pas assez attractif, que vous savez, en France, on valorise beaucoup certains métiers, et puis on a du mal à faire reconnaître d'autres métiers. Bon. Mais en fait, quand je discute avec des collègues, je me rends compte que c'est pratiquement dans tous les métiers, y compris les métiers fortement qualifiés. Donc, quelque part, il va bien falloir qu'ensemble, on arrive à régler cette dynamique, ce problème. Parce que finalement, nous, on n'aspire qu'à une seule chose quand on est entrepreneur, c'est à créer de l'activité et quand même créer de la richesse et créer de l'emploi et pérenniser. Donc, du coup, il n'y a pas de raison qu'en travaillant ensemble avec les partenaires sociaux également, on n'arrive pas à régler ce problème structurel qui est un vrai gaspillage de ressources humaines. Donc quand je vous entends, tout va bien et tout va aller encore mieux. Non, mais il y a, dans notre pays, on a parlé, enfin même dans le monde, des grands défis écologiques, sociaux, démocratiques. En toile de fond de tout ça, il y a aussi l'ambiance. L'ambiance, elle est caractérisée par au moins 2 phénomènes. C'est d'abord une confiance qui s'érode. Et moi, je crois que la question de la confiance est déterminante pour faire face aux transitions qui sont à l'œuvre. Et puis, il y a la question de la nuance. Donc, entre tout va bien et tout va mal, il y a un espace pour dire que tout ne va pas bien, mais tout ne va pas mal non plus. Et donc, pour essayer de construire des améliorations. Et je crois que c'est cela dont il s'agit. Et quoi de mieux que le dialogue pour poser les choses de façon apaisée? C'est-à-dire que je vais prendre un exemple qui parfois peut nous arriver. Si on se parle par médias interposés, ben forcément, on va direct et on va un peu cash et un peu sans nuance. Si on commence à se parler et à mettre sur la table la façon dont chacun voit les affaires et la façon dont on peut trouver le compromis pour avancer, et je ne parle pas forcément que d'un niveau national, je vois que ça fait sourire, mais également dans chaque entreprise, dans chaque lieu de travail, on commence à faire de l'intelligence collective. Et c'est de ça dont il est question. C'est de ça dont il est question. C'est-à-dire que s'il y a des ennemis quelque part, ils ne sont pas à l'intérieur même de l'entreprise. La question, c'est oui, il faut qu'on discute, qu'on dialogue et que chacun se sente respecté dans ce qu'il est et dans ce qu'il peut porter. La question de la reconnaissance de la légitimité de ses interlocuteurs, c'est une question centrale en démocratie, c'est une question centrale en démocratie sociale, c'est une question centrale dans le dialogue social dans l'entreprise. Et c'est de ça dont il s'agit. Et évidemment, on pourra trouver 10 000 exemples différents d'entreprises où le dialogue social se passe, tout va bien, et on pourra trouver des entreprises où tout va mal. Oh là là, et là, ça va mal. Et on pourra, mais en même temps, vous pouvez trouver ça en tout. Donc la question, elle n'est pas de savoir, de décrire un monde idyllique, c'est pas vrai. Mais il n'est pas question non plus, parce que les travailleurs, les salariés ne décrivent pas ça, d'avoir besoin que tout aille mal pour commencer à construire du dialogue. Et c'est ça, mon credo, le credo de la CFDT, c'est de dire, posons les sujets, y compris, regardez, quand une entreprise est en restructuration, on est bien content d'avoir des représentants du personnel qui sont capables de comprendre les défis économiques, mais qui sont capables aussi de poser la question de l'avenir des salariés, de leur travail. Eh bien, quand tout va bien, l'entreprise, elle a aussi besoin de dialogue social pour parler partage des richesses, pour parler évolution stratégique, pour parler évolution des compétences, etc. Et c'est ça qu'il faut, je crois, avoir en tête. Après, on peut faire toutes les déclarations qu'on veut parce que ça amuse tel ou tel média, désolé. Non. Mais ce qui est important, c'est d'essayer de poser les choses avec un peu d'intelligence. C'est sur cette note, sur cette intelligence collective que l'on va conclure et remercier surtout Anne Notariani, présidente de Sodexo France, et Laurent Berger de la CFDT d'être venus ce soir échanger. Merci à vous. Sur l'intelligence collective, je voulais rajouter que les femmes sont très très fortes en intelligence collective. Et c'est prouvé scientifiquement. Donc, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à valoriser les femmes dans l'entreprise. Valoriser les compétences des femmes pour l'intelligence collective. Merci.